Donc, le titre, c'est cet obscur sujet du Gésir sur des textes de Tristan Corbière et Serge Pey, parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette conférence, l'air de rien, à cause du sujet peut-être. Et en tout cas, je suis rendu déjà à 40 pages à peu près de texte, donc je n'allais pas pouvoir mettre Venaille en plus. Et j'ai mis deux petites citations qui me plaisent bien en épigraphe de ce texte, dont je vais vous les lire. Le laurier du poète est souvent un cyprès. Ça, c'est de ma camarade Louise Michel. Et alors, de la poétesse surréaliste Joyce Mansour, que j'aime beaucoup. Même morte, je reviendrai forniquer dans le monde. Tout à fait, mansourien comme texte. Corbière pour commencer. Les Amours jaunes que Tristan Corbière publie en 1873 sont la célébration d'une naissance et d'une mort. Inséparables, cette naissance et cette mort sont celles d'un enfant dont le recueil édifie le tombeau, dans les deux sens du terme tombeau, à la fois tombe et genre littéraire. Le recueil déplace en effet vers la poésie un genre littéraire datant du XVIe siècle. Le tombeau, le premier, fut consacré à Louise de Savoie, mère de François Ier. Très vite, ce genre a été adopté par les écrivains, particulièrement par les poètes de la génération de la Pléiade, dont Ronsard. À l'origine, le terme désigne un recueil collectif de pièces funèbres de diverses formes. Le sonnet, l'épitaphe, l'ode, le distique, l'élégie. Ces textes sont écrits en plusieurs langues, latin, français, italien, etc. Du tombeau de Charles Baudelaire de Stéphane Mallarmé au tombeau de Romain Gary de Nancy Houston, ce genre prendra au fil de la modernité des formes très diverses. Sa base pragmatique, cependant, restera sensiblement la même à travers les temps et les lieux. Il s'agit d'évoquer avec soin la personnalité du disparu, de rassembler autant d'éloges de qualité que possible, de souligner sa présence pérenne dans une communauté dont les endeuillés réunis sont garants, et d'immortaliser sa parole par des rappels bien choisis. Or, il n'est pas nécessaire d'être doté d'une immense sagacité pour apercevoir que cette liste d'exigences génériques n'est aucunement remplie par les Amours jaunes. Le titre du recueil l'annonçait d'ailleurs à sa manière, lui qui fait dériver le rose ou le rouge des roses des amours de Pierre Ronsard vers le jaune des déjections urinaires, des purulences partagées et du coquillage général. Du genre initial du tombeau, les Amours jaunes conservent, en fait, le voisinage de formes poétiques diverses, sonnets, élégies, testaments, pastiches, parodies, cantiques, et le voisinage de langues et de langages divers, usant d'un plurilinguisme à la fois externe et interne. Externe, il y a donc du français, de l'italien, de l'espagnol, la langue bretonne. Interne, langue véhiculaire et argot, sociolecte de la critique littéraire mêlée à celui de la justice, sociolecte des rapins, sociolecte des marins. Donc voisinage de langue et variété de formes, et c'est à peu près tout. Hormis cela, tout élan de célébration est castré. La personnalité du candidat au décès ou à l'immortalité s'autodilue dans la moquerie qu'elle suscite à chaque apparition. Il n'est guère d'endeuillé dans les parages. Toute communauté qu'elle invite à la socialisation courante, un boulevard par exemple, ou élective, rejoindre un groupe d'artistes, sécrète une farce hostile ou humiliante. Les images de la maladie et de la mort ne sont l'objet d'aucune pudeur. Et puis, il y a cette différence fondamentale. C'est le sujet lui-même qui produit son tombeau. Tristan lui-même, comme Tristan Corbière, le volume même du recueil ayant la cogne d'une caisse parallélépipédique où a lieu la mise en bière d'un enfant sitôt mort que né, mais qui va pourtant renaître bizarrement par-delà la vie et la mort, comme s'il avait pris un jour la catégorie historico-littéraire de renaissance à la lettre. Je dis sitôt mort que né et non pas enfant mort-né. La nuance est importante. C'est à la poésie de Franck Venaille que cette expression d'enfant mort-né conviendrait, elle qui arbore au frontispice de sa verve ce vers foncièrement aporétique, voici ce vers de Venaille, « Je me suis souvent reproché d'être né vivant ». Bizarre, le sujet n'est d'évidence pas responsable d'être né. Dès lors, à quoi bon se le reprocher? Et renversons la donne, qui pourrait se féliciter d'être né mort? On sent bien là qu'il faudra pour Venaille passer par des sens figurés, des connotations, du demi-dire, du demi-pensée pour y comprendre quelque chose.
Même si les amours jaunes sont à la fois un cercueil et un berceau, de leur côté, le sujet ne renaît proprement que dans la dernière section du recueil intitulée Rondelle pour après. Avant cela, il n'est jamais défini ou désigné que par les conséquences d'un état qu'il n'a ni choisi ni voulu, et non par la qualité de sa personne ou de ses projets, même quand il se parle à lui-même. Avant ces rondelles de la fin du recueil, son langage est toujours habité par des altérités rognantes, dévorantes, gangrenantes. Et on voit cette gangrène, cette dévoration à la série incroyable des points de ponctuation, des points de suspension, des points d'exclamation, des points d'interrogation, à toute cette espèce de métatexte ponctuationnaire, si je puis dire, qui est présent dans le recueil. Les conséquences qui le font enfant, ce sujet, sont multiples. Il est innocent, il est impuissant, il est dépendant, il est vierge, il est brut de décoffrage, il est en marge d'un jeu social dont il devine au coup par coup à peine, et souvent trop tard, les rouages et les roueries. Il découvre cela en fait quand le mal est fait. Sur tous les terrains symboliques où il s'aventure, il meurt avec une constance admirable, comme aurait dit la princesse de Clèves, s'inscrivant dans la lignée des fils d'eux, voués au sacrifice, lignée qui compte, comme vous le savez, en ses rangs, Yoshua ben Youssef, mieux connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Face à l'échec, le sujet du Gésir, donc le locuteur des Amours jaunes pour moi, plastronne, esbrouffe, crâne, frime. Mais si l'humour, toujours noir, si la dérision, toujours jaune, si l'ironie, toujours rouge saignante, parviennent à donner le change, cette parade n'est que, comme disait Baudelaire, l'arme des vaincus. Le sujet est toujours bien obligé d'en rabattre. Alors ici, j'ai 4 sections qui vont montrer comment le motif de la mort est distribué sur les 4 grandes isotopies qui permettent de penser le monde à l'être humain, c'est-à-dire la société, le langage, la nature et la vie amoureuse, la vie érotique au sens large du mot érotique. Je ne vais pas les faire toutes les 4 parce que ça prendrait un peu trop de temps. Je vais laisser tomber, disons, la mort naturelle qui est la moins intéressante. Disons, c'est la trace dans la poésie des Amours jaunes de toute une série de termes qui renvoient ou qui connotent la maladie, la déjection, la déchéance physique, etc. On sent bien là qu'il y a un continent et que le sujet est frappé par une série de handicaps dont la maladie est la plus sévère. Parlons au moins de la mort sociale. Là, vous voyez votre petite anthologie de texte près de vous. Donc, dès que l'enfant paraît, le cercle de la société se ferme. Cette société le grignote sur place ou le repousse vers ses périphéries. Le sujet lyrique entre dans un récit archi-connu, celui de la montée du provincial à Paris. Premier extrait d'un texte, celui du premier texte sur Paris. Bâtard de créole et breton, il vint aussi là, fourmilière, image habituelle de la ville nombreuse, fourmilière. Bazar, donc lieu de commerce, bazar où rien n'est en pierre, où le soleil manque de ton. Courage, on fait que un planton vous pousse à la chaîne, derrière. Et donc chaque fois qu'il essaie de s'insérer dans le social, dans une chaîne par exemple, pour obtenir quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui le ramène et qui le renvoie derrière. Il est donc ce provincial qui arrive et qui découvre comme ça cette grande ville qu'il espérait sympathique et qui est hostile. Donc pour ce bâtard, comme il se dit lui-même, la capitale du XIXe siècle est sans lumière. Bâtard signifie qu'il n'a pas d'héritage ici non plus sur le plan ni symbolique ni matériel à Paris. La capitale donc ne lui offre aucun incendie éteint, comme il dit. Il comptait être accueilli à bras ouverts, se faire connaître par son talent, mais pas s'aperçoit tôt qu'il n'aura accès qu'à une attention toute relative. La métaphore très usée du théâtre, Marc l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, pour désigner la société et ses pratiques, introduit par l'entremise d'une vieille formule sur Naples et par une énumération précise qui cliche la violence institutionnelle, l'image de la mort sociale du nouveau venu. Deuxième extrait. Rôde dans la coulisse malsaine où vont les fruits mal secs moisir, moisir pour un quart d'heure en scène, voir les planches et puis mourir, au lieu donc de voir Naples et puis mourir. Va, tréteau, lupanar, église, cours des miracles, cours d'assises, quart d'heure d'immortalité. Comme je l'ai déjà dit ici dans une séance du Christ, c'est Corbière qui a inventé cette histoire du chacun aura un jour
un quart d'heure ou une demi-heure d'éternité sur la Terre et non pas Andy Warhol. Donc dans ce deuxième extrait, le détournement de la formule « voir naître et puis mourir » joue d'ambivalence, puisque les planches désignent aussi bien la scène de jeu théâtrale, et donc la scène parisienne, que les parois du cercueil où sera enfermée la dépouille du sujet. L'énumération très tôt lupanar, église, cour des miracles, cour d'assises, en plus d'alléguer un récit de vie possible qui se termine mal, cadastre en 5 mots les lieux où s'épanouissent les formes dominantes de la théâtralité telles qu'elles se présentent dans l'imaginaire social. Lieu de la visibilité spectaculaire, les tréteaux, lieu des plaisirs, lupanar, lieu du culte, église, lieu de la pauvreté, cour des miracles, lieu de la justice et de la condamnation, cour d'assises. Pas moins de 8 poèmes numérotés en chiffres romains font ainsi de Paris un véritable repoussoir. Il n'y a pas de place pour lui dans la ville de Victor Hugo et de Villon. Retournant alors vers la Bretagne, dans à peu près la moitié du recueil, ou même au tiers du recueil, il se voit victime d'un même rejet. Le voici poète contumace, c'est-à-dire condamné, qui a été condamné en son absence. Poète contumace, qui est donc le titre même d'un poème qui parle de la côte d'Armor. Armor, donc, qui est une des côtes bretonnes, mais qui ici, qui est un mot délicieux, bien entendu, puisqu'il conglomère l'amour, la mort et une arme propre à tuer, on ne sait pas quoi. Et c'est bien ce qui arrive, en fait, il va être tué d'une certaine façon, car la société provinciale est aussi fermée d'esprit et d'humanité que la vie parisienne. Là-bas, en Bretagne, sur la côte d'Armor, le curé le tient pour un lépreux, le maire pour un Anglais. Les gens ont des avis sur sa fenêtre, et les ragoteuses de l'endroit se répètent les unes aux autres qu'ils vivaient en concubinage avec des muses. Et bien sûr, elles savent ce que c'est que des muses, même si elles n'en ont jamais vu une seule. L'exclusivisme travaille toujours comme ça, que ce soit l'exclusivisme social ou le racisme. Et donc, solitaire comme un cactus, notre sujet se présente dorénavant comme suit, 3e extrait. Oui, c'était simplement un long flâneur sec, pâle, un ermite amateur, chassé par la rafale. Il avait trop aimé les beaux pays malsains, condamné des huissiers comme des médecins. Il avait posé là, soûl et cherchant sa place, pour mourir seul ou pour vivre par contumace. En dépit de cette exclusion sociale, de cette marginalité qui lui est imposée, il veut encore vivre, lui qui sait que les morts vont vite, c'est-à-dire que les réputations sont vite oubliées. Et lui qui se désigne aussi comme un revenant égaré, comme un étranger au quinaille, dont le grain de folie, comme il dit, est mal enterré. Deux choses que soutiennent vaille que vaille, à vrai dire bien fragilement. Il y a son « je rime, donc je suis », qui est sa version personnelle du cartésianisme, et l'invitation qu'il adresse à son amour ou à sa muse. Une invitation dont le ton est celui d'un qui n'y croit plus trop fort. « Viens encore me finir, lui dit-il. Nous ferons de nous du pôle et Virginie. Et quel bonheur, n'est-ce pas, durant les belles nuits destinées à l'orgie d'amour, que d'être accompagné, je cite, par les rats du grenier qui dansent des farandoles. » À cette muse, il lui vante encore sa vielle et sa lyre, mais en place de la belle, il réalise soudain que ce n'est pas une beauté qui est couchée sur le lit où il vient enfin d'arriver. En fait, c'est son chien. Et il n'y en a que rien de très normal, puisqu'il finit par dire lui-même, et il y a des connotations érotiques sur lesquelles je reviendrai, « Ma chandelle est morte et je n'ai plus de feu ». Voilà donc pour la mort sociale. Maintenant, parlons de la mort poétique, la mort sur le plan du langage. Le poème « Ça », qui est un des poèmes d'ouverture du recueil, et le titre est « Ça », et puis l'épigraphe est une épigraphe de dérision, « What », attribuée à Shakespeare. Le poème « Ça » dit « Je déroule un dialogue de sourds qui s'établit, ou qui ne s'établit pas, entre un critique littéraire, légitimement déguisé en policier, qui mènerait un interrogatoire à la préfecture de police le 20 mai 1873. Dialogue donc entre ce critique littéraire et le poète. Le texte fournit une véritable poétique autotextuelle. Il aligne tous les termes que connaît l'interrogateur, le critique, termes auxquels le sujet tente, lui, de rattacher les vers qu'il a commis. On peut lire dans ce dispositif une caricature des procès intentés aux écrivains, particulièrement celui de Charles Baudelaire pour les Fleurs du Mal.
Et donc, cela donne des quatrains comme ceci. Donc, le critique pose des catégories. Un poème, donc sous-entendu, avez-vous fait un poème? Réponse, merci, mais j'ai lavé ma lyre. Un livre est encore est une chose à lire. Des papiers? Non, non, Dieu merci, c'est cousu. Album? Ce n'est pas blanc et c'est trop décousu. À chaque coup, cependant, il y a un double sens possible. Exemple, le dernier vers, album, qui veut dire donc soit un album, une espèce de machin où on réunit une série de documents, mais album veut aussi dire blanc en latin. Et donc, album, il répond comme s'il entendait le mot latin, ce n'est pas blanc et c'est trop décousu. Et deux choses, d'une part, c'est trop décousu, donc c'est pas relié comme un album, donc c'est pas un album. Deuxièmement, c'est trop décousu parce que la poésie, la langue de Corbière utilisée dans Les Amours jaunes est décousue. Et ensuite, ce n'est pas blanc parce que les vers ne sont pas des vers blancs. Ce sont des vers rimés, etc. Donc vous savez, à chaque fois, la réplique aux critiques dit « Non, vous êtes à côté de la question », mais dans cette façon de dire « Vous êtes à côté de la question », il y a la définition même de la poétique que Corbière utilise. Donc dans ses propres réponses, le malandrin joue ici d'astuce. Il prend soin de ne rentrer dans aucune case et fait apparaître que la critique fonctionne de manière conservatrice, en projetant systématiquement le neuf sur du déjà vu, du déjà lu, déniant par avance toute potentialité de surgissement. Accablé par ce jugement, il se présentera toujours par la suite comme un délaissé et un déclassé, reprenant sous forme d'Hécatie l'icône du souteneur vierge dont la muse prostituée reste pucelle. Analogue, donc muse analogue, à une poésie qui fait l'étalage, mais qui n'est jamais achetée. Là, sa pauvre muse pucelle fit le trottoir en demoiselle. Il disait, qu'est-ce qu'elle vend? Rien. Elle restait là stupide, n'entendant pas sonner le vide et regardant passer le vent. Néanmoins, c'est dans ce poème-là que, à la fin, le dialogue va un peu se nouer, et là, le texte va vraiment en profiter pour délivrer le cœur même de sa poétique d'auteur, de façon extrêmement ramassée. Donc c'est le 4e extrait. Donc le critique demande depuis le début qu'est-ce que c'est que ça? Réponse, ça, c'est naïvement une impudente pose. Pose renvoie ici à la pose du modèle d'un peintre, mais c'est bien une façon de dire la poésie que je pratique est une poésie d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois un mouvement qui est donné, et aussitôt il est cassé quelque part au milieu du vers ou au milieu d'une strophe. Ça, c'est naïvement une impudente pose, c'est ou ce n'est pas ça, rien ou quelque chose. Donc là, ce deuxième vers-là indique qu'il y a un refus d'intégrer quelque classement que ce soit, dans la mesure où ce qui est sous-entendu, c'est que ceci n'a jamais été fait. Ça est tout à fait autre que ce qu'il y a sur le marché, si vous voulez. Reprise du critique, un chef-d'œuvre, et là, réplique agréablement ironique, il se peut, je n'en ai jamais fait, mais est-ce du Huron, du Gagne ou du Musset? Là, c'est typique aussi, est-ce du Huron, du Gagne ou du Musset? C'est à la fois un peu des trois, mais pas entièrement ça. Le Huron, ça va pour le breton. Gagne, j'ai passé quelques années de ma vie à travailler sur ce fou littéraire qui s'appelle Paulin-Gagne. C'est d'ailleurs de là que cette idée de travailler un jour sur Paulin-Gagne m'est venue, de ce texte-là. Du Gagne ou du Musset. Musset, qui à cette époque-là est le poète le plus, disons, le plus laminé par la critique. Tout le monde se moque de Musset, et Rimbaud va lui faire d'ailleurs son portrait dans une des lettres du Voyant. Et la réponse à cette enquête du critique, et là vraiment on a à nouveau la livraison d'une poétique, c'est du « mais j'ai mis là mon humble nom d'auteur et mon enfant n'a pas même un titre menteur. C'est un coup de raccro, juste ou faux, par hasard, l'art ne me connaît pas, je ne connais pas l'art. » Tout ici doit être bien pris concrètement. Le titre n'est pas menteur, Les Amours jaunes, ça démarque les Amours de Ronsard, mais ça les tire ailleurs. Coup de raccro, cela signifie que la poésie n'arrête pas ici de raccrocher soit des choses passées, soit des choses qui passent. La poésie de Corbière, comme ça, part souvent. Un coup de raccro, c'est au billard avant tout. Vous voyez, c'est un machin au billard où, au lieu de faire le coup qu'il fallait, vous avez lamentablement raté
votre geste, et la bille est allée dans tous les sens, et pourtant à la fin ça marche, on finit par aller dans le bon trou. Un coup de raccro, c'est ça. Et donc il présente sa poésie comme étant une façon de raccrocher des choses qui ne devraient déboucher sur rien, sauf que, par l'écriture, par lui-même, il arrive à déboucher sur quelque chose. Coup de raccro, juste ou faux, parce que ces catégories-là sont finalement sans intérêt, on ne fait pas de la poésie pour écrire la vérité, ni pour donner la justice. Par hasard, ça c'est important, c'est une valeur qui va qui inspirera plus tard les surréalistes, hein, donc manier le hasard, la rencontre de mots obtenus comme ça, tout à fait par hasard. Et puis à la fin, ce vers magnifique, l'art ne me connaît pas, je ne connais pas l'art, signifie donc l'art avec un grand A, c'est pas son truc, c'est autre chose qu'il fait comme littérature. Mais il y a aussi ici, on est dans une préfecture de police, c'est un interrogatoire, et donc là, c'est quelqu'un qui, tout en disant je ne connais pas l'art, en fait le connaît très bien, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dénoncer son complice. C'est ça qui passe ici, donc il échappe comme ça à la logique de l'interrogatoire. Dans ce passage-là est utilisé aussi, c'est la seule fois dans tout le recueil, l'expression « mon enfant » pour désigner la poésie. Cette reconnaissance de paternité est inouïe à tous égards. Ici, donc, ce serait un enfant qui est, qui est à la fois son propre père. Partout ailleurs, cette poésie et le sujet poétique seront donnés pour malades, pauvres, abandonnés, inadaptés, etc., etc. Mais ce sera toujours dans un paradigme de la disqualification de soi. On ne reverra pas ce mon enfant directement pour parler d'une relation affective de créateur, à sa création. De son corps, donc, je crois que le sujet ne pourrait vraiment pas faire un outil de travail, il est tout entier dans son langage. Sa poétique est néanmoins dépendante d'une défaillance convertie en ressource créatrice. Cette défaillance, c'est la surdité, handicap auquel est consacré un poème qui s'appelle La Rhapsodie du sourd. Ce handicap le sépare des autres contre son gré. Il dit par exemple « Bête comme une vierge et fier comme un lépreux, je suis là, mais absent. Lui donc fait prononcer des mots dont il n'entend pas le son. Je parle sous moi, des mots caners je jette, de chic et sans savoir si je parle en hindou, ou peut-être en canard, vu qu'il ne s'entend pas, comme la clarinette d'un aveugle bouché qui se trompe de trou. Tout cela le mène à commettre des impairs, à mal interpréter. Si l'un me corne un mot, j'enrage de l'entendre. Si quelque autre se tait, serait-ce par pitié, toujours comme un rebut ou comme un rébus, je travaille à surprendre un mot de travers. Non, on m'a donc oublié. Mais, donc il y a un handicap du sourd, qui est très bien décrit d'ailleurs. Mais prendre un mot de travers, entendre de travers, c'est le propre même du sujet lyrique des Amours jaunes. C'est là l'un des ressorts majeurs de son écriture. Quand vous rencontrez un titre comme Aretna, Etna, le volcan, mais sachez bien que cohabitent immédiatement chez Corbière deux mécompréhensions qui déplacent le volcan vers la femme ou vers la mère, par l'intermédiaire de la métaphore du sein maternel. Et cela, je dis deux mécompréhensions, donc qui viennent de la surdité, dans la mesure où dans Aretna, il y a soit le verbe arrêter, soit le verbe allaiter. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est toi, dont le sein a la forme du volcan, allaite donc pour me mettre au monde, allaite na, avec l'intensif de mauvaise humeur de l'enfant, allaite na, ou alors allaite moi, puisque tu m'y as mis au monde, allaite na. Et donc là, vous avez une façon par la surdité, c'est-à-dire en fait, par le fait de simplement entendre l'image acoustique du mot ou de la deviner, de l'approcher approximativement comme un sourd pourrait le faire, c'est en fait une richesse d'exploitation sémiotique et sémantique du langage qui est décrite ici. Je pense que sur le plan du langage, je viens de vous définir tout ce qu'il y a de positif, mais sachez bien que cela, c'est dans le poème ça. Le critique, évidemment, qui est présent dans le poème, n'a rien compris, à peu près à ce qui vient d'être dit, et il y a, à part ça, quelque chose qui ne va jamais déboucher sur une sorte de succès ou d'aura public. Il sera toujours seul à parler, disons, de son enfant, de la poésie. À la fin du recueil, par exprimer cela,
d'une façon terrible, avec deux expressions typiquement corbiériennes, parlant à un moment donné d'un langage qu'il a raté, et il est obligé d'en rabattre, de s'en excuser. Il va dire ceci: moitié panache, moitié cire, né croqué vif ou demeurant et gai comme un enterrement. Et il dit ceci: toujours le petit mort pour rire, avec le jeu de mots qui remplace mot par mort. Plus loin, ça va être un peu pire encore. Il va utiliser ces mots: je ris comme un mort, ne rit de cette manière que les crânes et que les squelettes décharnés. Et donc, ça ne va pas très bien, disons, parce que si vous pensez que le rire est aussi traditionnellement en poésie l'une des images de la possibilité pour un sujet de s'accaparer le monde, d'entrer dans le monde et de se l'approprier, je ris comme un mort n'est pas, disons, une façon phénoménalement jouissive d'aborder la vie, ou de pouvoir vivre en tout cas. Sur la mort naturelle, je passe, donc je vous dis parler sur le paradigme de la maladie. Sur la mort érotique, là, ça peut être aussi intéressant, là, dans le jour où quand même on a un recueil qui s'appelle Les Amours jaunes, ce n'est pas rien, hein, les amours. Et donc il aimait, figurez-vous, c'est qu'on ne jaunit pas sans cause, d'une certaine façon, et bien sûr elle est partie. Bien sûr elle n'a pas tenu parole. La parade nuptiale des Amours jaunes tourne donc mal dès toujours et dès tout de suite. Son autoportrait, il va l'insérer dans un poème intitulé Épitaphe, dont chaque vers est une annulation de soi, et une bonne raison finalement pour ne pas qu'on l'aime. Les préférences sexuelles d'ailleurs parfois ne sont pas toujours très nettes. Exemple, ces deux passages. Son seul regret fut de n'être pas sa maîtresse. Deuxième passage: oiseau rare et de pacotille, très mâle et quelquefois très fille. Si le cœur y est en général du côté des amours, le physique ne suit pas pour autant. Exemple: de l'élan avec une entorse, de l'âme mais pas de violon, de l'amour mais pire étalon. La pirouette finale de l'épitaphe le transforme en gisant déraciné. Sigie, cœur sans cœur, mal planté, trop réussi, comme raté. C'est probablement dans le sonnet Duel aux camélias que l'échec amoureux est le plus brillamment associé à la mort physique. Après un début de poème qui profile un duel à distance que se livrent deux bretteurs, viennent deux tercets où les opposants sont le sujet lyrique lui-même et la femme. C'est le cinquième extrait de Corbière que je vous ai photocopié. Donc, Duel aux camélias. J'ai vu le soleil dur contre les touffes ferrailler. J'ai vu deux fers sonner, deux fers qui faisaient des parades de bouffe, des merles en noir regarder briller. Et donc là, vous êtes devant un poème qui montre quelqu'un en train de regarder un duel. Hein, les merles en noir, ce sont les témoins des deux duellistes habillés de noir qui sont là pour vérifier que le duel se passe selon les règles. Un monsieur en linge arrangeait sa manche. Blanc, il me semblait un gros camélia. Une autre fleur rose était sur la branche, rose comme, et puis un fleuret plia. Donc, fin de l'affaire du duel extérieur. Et puis soudain, on passe à autre chose. Soudain, le duel a lieu entre le sujet lyrique et une femme. Je vois rouge. Ah oui, c'est juste, on s'égorge. Un camélia blanc, là, comme sa gorge. Là, c'est la femme, dont on voit la gorge. Un camélia jaune, ici, tout mâché. Là, c'est le sujet lyrique, c'est l'homme. Amour mort, tombé de ma boutonnière, à moi, préouverte et fleurs printanières, camélia vivant de sang panaché. En clair, comme en détail, vous êtes ici devant ce que Stendhal a appelé dans De l'amour un fiasco. Hein, je rappelle ces belles lignes de Stendhal. S'il entre un grain de passion dans le cœur, il entre un grain de fiasco possible. Plus un homme est éperdument amoureux, plus grande est la violence qu'il est obligé de se faire pour oser toucher aussi familièrement un être pour lui semblable à la divinité. Il est évident que c'est une fausse excuse, hein, on s'entend bien là-dessus. Ce qui s'est arrivé, disons-le de façon plus directe, traduisons, toute sublimation sincère et excessive menace de conduire à la débandade. Surtout si on est malade et pas en bonne santé, ce qui est le cas ici du sujet. Et donc, il y a bien là quelque chose qui est délicat, qui est difficile à assumer. Donc, toute sublimation est immédiatement arrêtée et dévoile son caractère dérisoire, mais aussi le sujet cédait toujours que l'amour qu'il vit ne survivra pas à l'amour qu'il aurait essayé de faire. En d'autres termes, dans le registre érotique, la mort est présente,
sous le label de l'impuissance. Je vais sauter d'autres petits passages intéressants, mais notamment le poème Le Crapaud que je vous recommande. Alors, quand on arrive aux rondelles pour après, ah oui, peut-être le 6e extrait que je vous avais mis là est une façon de montrer comment, disons, il peut se sortir par un autre poème du fiasco dont je viens de parler et de l'impuissance. Appelons cela l'amitié calmée, puisque l'amour veut mettre son holà. N'y croyons pas trop, cher mal-aimé, c'est toujours trop vrai ces mensonges-là. Nous pourrons au moins ne pas nous maudire. Si ça t'est égal, le quart d'heure après, si nous en mourrons, ce sera de rire. Moi qui l'aimais tant son rire était frais. L'imparfait final du vers indique que la dame est déjà partie. On n'a pas écouté le poème jusqu'au bout. Les rondelles pour après sont tout à fait extraordinaires. Il y a avant cela deux petites sections importantes. L'une s'appelle Armor et l'autre Jean de Mer. C'est là, si vous voulez, que faisant retraite dans sa Bretagne et étant donc blessé sur tous les plans, comme je viens de vous montrer, à tous égards, il essaye de trouver une sorte de retraite. Et là, il trouve un appui dans deux communautés particulières. D'une part, dans les rites folkloriques et dans la langue bretonne, dans les rites folkloriques bretons et la langue bretonne, avec un très beau poème que Olivier avait analysé autrefois brillamment, qui est la Rhapsode foraine et le pardon de Sainte-Anne. Et donc là, il reconnaît, disons, dans la Rhapsode foraine, donc une chanteuse assez maganée là, qui va avec le cortège, et il reconnaît une sorte de sœur. C'est une des rares ouvertures à une relation, disons, sociale et affective qui marcherait. Et dans les gens de mer, là, il célèbre le langage des marins et la vie des marins, qui, eux, véritablement, sont capables d'affronter la mort avec la violence que ça demande, la force que ça demande, etc. Il y a là, si vous voulez, deux compagnonnages qui l'accompagnent, qu'il respecte énormément, qu'il décrit avec beaucoup de soin, une sorte d'empathie et de connaissance même des milieux qui est assez remarquable, mais en même temps, il ne peut pas faire partie de ces groupes-là. Il y a là une espèce d'aide, si on veut, mais bon, elle est un peu lointaine. Et puis donc, il y a cette partie rondelle pour après, qui indique que l'enfant, sitôt mort que né, finit certainement dans un berceau qui est aussi un cercueil, mais il y a une sorte de résurrection, et avec une sortie vers une toute autre poésie que celle des Amours jaunes. Il vous suffit de comparer Duel aux Camélias, qui est un poème maniériste à mort, comparé avec le 7e extrait, Rondelle, que je vous ai photocopié. Rondelle, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles, il n'est plus de nuit, il n'est plus de jour, dors, en attendant venir toutes celles qui disaient jamais, qui disaient toujours. Entends-tu leurs pas? Ils ne sont pas lourds, oh les pieds légers, l'amour a des ailes, il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Entends-tu leur voix? Les caveaux sont sourds, dors, ils pèsent peu ton fait d'immortel, ils ne viendront pas, tes amis les ours, jeter leurs pavés sur tes demoiselles. Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. Et donc le caractère paisible, extraordinaire de ce texte, son doigté, sa pudeur aussi, ton fait d'immortel. Qu'est-ce que c'est que le fait d'immortel? Les immortels sont des fleurs. Vous avez derrière ça les fleurs du mal de Baudelaire. Les fleurs sont ici les poèmes mêmes, et donc ces poèmes ne pèsent que très peu aux yeux mêmes, et maintenant c'est accepté. Et ce qu'il y a d'intéressant pour moi, qui nous ramène vraiment à la mort, y compris jusque-là, la mort dans la résurrection, si je puis dire, c'est qu'il y a une utilisation du verbe dormir, que nous retrouvons partout sur les tombes dont Marc a parlé tout à l'heure. Ici repose machin chose, enfin il ne repose pas, bon, il est foutrement mort. Donc ici repose indique ce verbe dormir qui est très particulier, mais qui indique quelque chose. J'ai pensé à Philippe Ariès quand j'avais vu ça, et dans un de ses essais sur la mort, il observait que le gisant, en fait, comme il dit, n'est pas un être couché, mais debout, quoique placé à l'horizontale. Il n'est ni mort ni vif, mais bien heureux dans l'attente de la résurrection.
Il y a quelque chose là, je vais dire. Effectivement, quand on regarde en fait une tombe ou un mourant, quand on est devant un cadavre par exemple, dans un cercueil de quelqu'un qu'on aimait, qui était proche, etc., c'est vrai qu'il est à l'horizontale et nous debout, mais dans la position même du regard, on est dans la situation, si vous voulez, comme, exactement comme quand vous regardez la mer. Pensez, vous avez l'impression que la mer c'est horizontal. Non, avec les yeux, vous la voyez verticalement. Idem pour un mort dans un cercueil qui est chez Urgel-Bourgie. Vous êtes devant la dépouille, et ce que vous voyez, c'est quelqu'un de debout. Et là, c'est tout à fait étonnant. Ici, c'est ce qu'il y a là, et donc le mot dormir est très bien choisi, parce qu'il correspond à la fois à l'idée d'horizontalité, mais ici, il faut la comprendre aussi comme quelqu'un qui, dans la mort, s'est finalement constitué comme un sujet à part entière. Bien. Je vais peut-être y arriver. Je vais passer à Serge Pey maintenant, une toute autre poésie. Et puis ce que j'aimerais pour finir, j'espère en avoir le temps, nous sommes en sociocritique, donc ce que je viens de faire là, c'est une lecture. Je vais en refaire une pour Serge Pey maintenant. Et après, j'aimerais avoir donc cette éversion vers l'imaginaire social tant des années 1873 que de la période contemporaine, donc à la fois pour Corbière et pour Pey, pour essayer de voir comment leur poésie est en interaction avec les représentations de la mort qui circulent à telle ou telle époque. C'est quand même a priori ce que nous devons faire en sociocritique, donc je vais essayer de le faire. Serge Pey n'a pas seulement écrit plus d'une cinquantaine de recueils de poésie, il a fait bien plus que cela. Il a créé ce qui s'appelle une œuvre. En effet, si les textes et leurs thèmes ont été variés et ont toujours questionné la conjoncture historique et symbolique du moment, un nombre fini de vecteurs ont engendré en eux un champ de force qui, de jeu, J'(EUX, 74, jusqu'au Carnaval des poètes, 2019, leur a donné à ces poèmes une unité, à ces thèmes, pardon, une unité, une gravité qui n'exclut ni l'indignation, ni la rage, ni la passion, ni le rire, ni le grotesque, ni la lutte politique. Et je viens de vous résumer le tempérament de Pey: indignation, rage, passion, rire, grotesque, politique. Gravité de ton, gravité des erreurs historiques, gravité des situations et des actes qu'il faut ou fallait poser, gravité des conséquences du geste public d'écrire, gravité des blessures éprouvées, gravité de la danse, très beau recueil sur le flamenco, gravité de l'attraction fondamentale que nous connaissons vers tout ce qui nous fait terrestre, gravité du corps, et la poésie finalement, chez ce monsieur, pour centre de gravité absolue, c'est manifestement quelqu'un qui vit pour ça tout le temps. Diagramme d'un champ de force poétique maintenant. Je vais vous énumérer 5 vecteurs qui m'apparaissent vraiment structurer la poésie de Pey. Premier vecteur, cette poésie a toujours été indécrochable de l'action. La poésie de Pey vivrait mal cloîtrée, elle serait facilement claustrophobe, elle doit prendre l'air, non pas l'air du temps qui devient trop souvent irrespirable, mais l'air des grands vents. Cet air plein porté par une sorte de souffle vers l'infinie diversité du monde et des gens. Et à ces gens, et à ce monde et à ces gens, on a le devoir en tant que poète de prêter et de donner des mots. Par là, donc, par ces mouvements, cette poésie prend vigueur, s'applique à agir dans et par le langage de toutes les cités d'ici et d'ailleurs. Les déplacements auxquels procède cette poésie pour introduire l'action qui se fait dans la pratique, mais pour l'introduire dans la langue du poème, sont toujours très simples, sont des déplacements simples, mais souvent efficaces. Il suffit par exemple, dans tel cas, d'aligner le poème à droite de la page, d'écrire blanc sur fond noir, et déjà à partir de là, les mots qui parlent une chose sont ainsi en train de la changer. Et donc vous avez là une sorte de transhumance quotidienne, comme si à chaque jour, il s'agissait d'inventer une autre typographie, d'inventer une autre façon de mettre en texte, dans la mesure où chaque jour est différent, et aussi où on poursuit une vieille idée, un vieux combat. Pey renvoie à cette phrase légendaire de Mayakovsky, on ne sait pas très bien s'il a vraiment dit ça ou pas, mais enfin c'est une belle phrase. Et quand on a des formulaires, par exemple, de demande de subvention à faire, ou bien des machins à rendre au rectorat pour telle ou telle chose, il faut se souvenir de cette belle phrase.
je dévorerai la bureaucratie comme un goût. Deuxième vecteur de l'action chez P, le privilège accordé à l'oralité. La poésie, pour lui, doit sortir les mots de la page, elle n'a pas à rester cloîtrée dans des institutions d'enseignement, même si elle y a sa place. L'écriture poétique doit toujours se nourrir de ce qui se dit en faisant résonner le beat du langage parlé. C'est pourquoi donc la poésie de P voyage dans les sonorités de plusieurs langues. L'hétérolinguisme est ici de mise, espagnol, occitan, basque, latin, l'anglais, si elle mime le cut-up de Borux par exemple, mais elle va aussi voisiner avec des choses plus bizarres. P a beaucoup travaillé sur les langues rares ou les langues, disons, qui rétrécissaient. Par exemple, on voit chez lui des appels à l'alphabet Ogam, que je ne connaissais absolument pas. L'Ogam, c'est un alphabet qui servait dans l'irlandais primitif du 4e au 6e siècle. C'est vous dire si c'est pointu. Mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait, hein, on est tout à fait surpris. Mais aussi avec la langue secrète des oiseaux. P, à un moment donné, est tombé sur un enregistrement où un ornithologue, avait étudié comment des oiseaux étaient capables de se parler l'un à l'autre. Il a copié les rythmes qu'il y avait là-dedans et a fait des poèmes à partir de ces rythmes-là. Vous voyez comment l'esprit de P fonctionne. Un type foncièrement ouvert, toujours prêt à convertir ce qui se passe en quelque chose de poétique. Moralité dégage une chaleur et on appelle toujours au corps. Quand il déclame ses poèmes, P, souvent, le fait après avoir transcrit ses poèmes sur des bâtons. Alors, il danse, il tape des pieds sur le sol pour appeler un rythme, il met ses bâtons en l'air, il commence à se mettre en mouvement de la voix. En plus, il tape des pieds, il y a quand même quelqu'un qui avait dit qu'il faut taper des pieds sur le sol, c'est Horace. Donc il y a là un maître en poésie bien loin qui lui a donné cette idée. Et il fait cela donc avec une espèce de sérieux exceptionnel, car la poésie est sérieuse chez lui. Mais tout ça donc indique un privilège accordé à l'oralité. Les inflexions de l'écriture parlée vitalisent ici la coupe des vers et font naître ce que P appelle une poésie publique ou une poésie directe, née du jaillissement in situ d'une voix qui, selon les cas, et c'est là la variété, P, selon l'ambiance, selon ce qu'il entend, va ou bien dire tel poème avec un ton de caresse, ou bien va au contraire l'écorcher, va traiter des signifiants en douce, ou bien carrément les maganer et les traiter à la redresse. C'est un spécialiste de l'onomastique, un grand décortiqueur auditif de l'exème. Il s'est intéressé aux poésies premières, produites traditionnellement donc par les peuples sans écriture, dans une démarche proche de l'anthropologie culturelle et de l'ethnopoétique. Troisième vecteur, la concrétude pratique des images. Ce vecteur intervient massivement dans l'immense fabrication d'images qui squattent les poèmes. Il y a ici, c'est certain, un héritage légué par Lautréamont, la rencontre improbable sur une table de chirurgie d'un parapluie d'une machine à coudre, et par le surréalisme. Mais, s'il y a bien cet héritage est transformé par la réintroduction par P d'une étonnante logique des détournements sémantiques. Ce que je vous dis là est abstrait, je vais mettre du concret là-dessus tout de suite. Donc, à l'envers de la page sur Corbière, vous avez les textes de Serge P. Je vais vous montrer comment ça marche à partir d'un tout petit texte qui est un quatrain pris au hasard dans le dernier recueil que P vient de sortir, qui s'appelle Mathématiques générales de l'infini. Je peux faire circuler. Voici ce quatrain. L'honneur est un synonyme du ciel. Cet arbre n'est pas lâche, penché au-dessus de l'honneur. C'est un peu mystérieux. On devine qu'il y a là l'honneur, qu'il y a aussi une falaise. Cet arbre n'est pas lâche, penché au-dessus de l'honneur de la falaise. Donc je reprends. L'honneur est un synonyme du ciel. Cet arbre n'est pas lâche, penché au-dessus de l'honneur de la falaise. Bon, tomber là-dessus, P écrit énormément, donc on n'avait pas toujours le temps de faire une analyse précise, mais là, avec ces adverbes, que se passe-t-il là-dedans? Premièrement, le paysage est déraisonné. Il n'est pas un paysage raisonné comme d'habitude. Il n'est pas organisé par une forme de raison. Il est déraisonné par l'expression latente, le ciel de la falaise. En effet, si l'honneur est un synonyme du ciel, quand je vois l'expression latente, ciel de la...
quand je vois l'expression l'honneur de la falaise, si je remplace honneur par ciel, j'arrive à l'expression le ciel de la falaise. Or, ça n'a l'air de rien, mais ça a du sens. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est là, dans une position de regard, en dessous d'une falaise, avec au-dessus un arbre qui est là, et qui est, dans le texte vous dit, cet arbre n'est pas là, penché au-dessus de l'honneur de la falaise. Mais, oui, comment dire, l'arbre il est au-dessus. Vous êtes d'en bas, vous le voyez comme ça, il se découpe sur le ciel. Il faut à nouveau voir comme quand on regarde la mer. Et ce que vous voyez là, c'est en fait, la falaise, elle est dans le ciel. Si vous la regardez d'en bas, c'est très clair. Et vous allez voir aussi l'arbre se détacher. Donc on est là dans un déraisonnement, mais qui est un déraisonnement qui renvoie à une pratique du regard qui est plausible. Et qui est même en général, je crois, celle que vous allez avoir si vous regardez vers le dessus et que vous voyez un arbre accroché au-dessus d'une falaise. Deuxième chose, il y a une valeur typiquement humaine qui fait dériver le caractère initial du propos, l'honneur est un synonyme du ciel, vers une expression sensible créée par un sens, la vue, je viens d'en parler, mais ceci par l'intermédiaire d'un mécanisme langagier immédiatement détourné de ses fonctions habituelles, la synonymie. C'est un fait que, on ne peut pas prendre à la lettre l'idée que l'honneur est un synonyme du ciel. Vous pouvez aller voir au dictionnaire Larousse, il n'est pas mis après honneur, synonyme ciel. Ce n'est pas le cas. Si ici c'est écrit comme ça, il faut prendre ça au sérieux. Vous allez voir qu'on peut s'en sortir. Sur ces deux points, vous remarquerez que le poème ne copie ni le réel, hein, vous avez vu simplement le plan de la falaise et du ciel, vous en avez vu l'image par votre perception, mais vous ne pouvez pas habiter le réel même de la situation. C'est impossible, l'être humain ne peut pas faire ça. Et deuxièmement, le poème ne copie pas le langage, puisqu'il établit une synonymie qui n'a pas de fonction dans la vie sociale de la langue. Mais cependant, il y a une logique qui permet qui s'invite dans la séquence. C'est que honneur et ciel ont tous deux une connotation en partage, celle de l'élévation, celle d'une transcendance. Et cette transcendance prend son sens dans une contradiction dialectique qui s'établirait entre honneur et lâcheté, puisque vous avez le mot lâche au-dessus. Cet arbre n'est pas lâche, penché. Donc je répète, logique qui intervient par le biais d'une connotation, il y a une transcendance, une valeur là qui est présente dans ce paysage déraisonné et qui est celle du dépassement de la contradiction entre honneur et lâcheté. Le dépassement donc, de cette contradiction où l'honneur est la valeur positive se trouve dans quoi? Je crois qu'elle se trouve dans la ténacité et dans la résistance de l'arbre. À partir de là s'ouvre la polysémie du texte. Vous pouvez alors, à partir de là, une fois que vous avez compris ce mécanisme-là, et donc c'est une dialectique qui n'existe pas dans la langue de tous les jours, mais qui est fabriquée comme ça par la mise en rapport de deux signes. Et elle permet alors là d'essayer de proposer donc une valeur positive qui est, celle, je répète, de la ténacité, de la résistance de l'arbre. De là deviennent possibles une lecture cosmologique. Vous pouvez y voir, hein, si vous voulez, la mise en valeur morale d'une vitalité de la nature que les combats écologiques actuels cherchent à protéger. Vous y pouvez y voir une lecture langagière, uniquement langagière, qui va insister sur la réinvention de la langue, générée par l'affirmation tranquille qu'il peut y avoir un rapport synonymique entre honneur et ciel. Libre à chacun après de continuer le travail. Moi, je me suis amusé à partir de là à prendre la définition du mot honneur dans le dictionnaire Larousse dans le petit Robert que j'avais chez moi, et de remplacer systématiquement le mot honneur par le mot ciel. Il y a des moments, c'est trop drôle. Vous allez voir des choses apparaître, c'est un outil de création phénoménal. Vous pouvez faire une lecture érotique au sens très large du terme, dans la mesure où cette lecture que je viens de proposer va valoriser l'empathie que vous pouvez avoir à l'égard de la fragilité humaine, elle-même, disons, métaphorisée par cet arbre solitaire qui tient bon, accroché au flanc du sommet d'une falaise. Et enfin, une lecture historico-sociale, si vous y tenez, vous mènera à voir dans la résistance de l'arbre un refus de toute lâcheté politique, quelle que soit la solitude dans laquelle on se trouve. Là, pour appuyer ceci, il faudrait prendre en compte le fait que les textes qui entourent ce quatrain-là parlent, bien entendu, de la lutte politique. On voyez comment ça travaille, c'est une poésie qui donne le tournis, parce qu'il est toujours comme ça.
ça ne dérougit pas, hein, ces paix. Il n'y a vraiment pas de temps mort. J'en viens au quatrième vecteur, je viens déjà un peu d'en parler, qui est la dimension politique de cette poésie. Et c'est une dimension politique qui s'étend des premiers essais de la fin des années 50, je pense, des premiers recueils des années 50 jusqu'au tout dernier. Et avec donc une série d'erreurs historiques totalement assumées. Ce n'est pas le genre de poète à dire en 1972 j'ai écrit ça, j'étais dans l'erreur. Non, pas ça. Il va réécrire autrement la même chose aujourd'hui, mais il ne va pas faire des. C'est pas Justin Trudeau, quoi. Il ne va pas s'excuser tout. Il ne va pas s'excuser, si vous voulez. Le quatrième vecteur est donc la dimension politique de cette poésie. Au commencement, en fait, était une guerre et elle a laissé des traces. Ce que fut la guerre d'Algérie pour Franck Venaille, c'est fondamental chez Venaille, la guerre civile espagnole l'est pour Serge P. Il est arrivé là en Espagne, sa famille était républicaine, et donc il fuyait les franquistes, et il y a eu pas mal de morts autour de lui. Et donc, pour les deux poètes, cette guerre, qu'elle soit l'Algérie ou la guerre d'Espagne, est une leçon qu'il est impossible de ne pas retenir. Alors, l'anthologie de poèmes politiques que P vient de publier, sous le titre énigmatique de Dialectique de la Tour de Pise, dramatise finalement la situation d'un individu contemporain qui, lui, aujourd'hui, revient sur ce texte passé, les remet en anthologie sans les remanier, tout en se disant aujourd'hui habité un monde qu'il estime habité par un totalitarisme soft et sournoisement confortable. Il appelle ça la société d'oppression de la marchandise totalitaire. Je vous ai dit là un texte politique qui remonte à 1972 et qui est un texte consacré à Karel Bartózek, qui était un historien tchèque qui avait pris parti pour le printemps de Prague et donc qui a été enfermé, torturé pendant des mois et des mois lorsque les soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie et mis fin à cette expérience donc du pouvoir, du printemps de Prague. Je ne vais pas le lire, vous lirez à tête reposée chez vous, mais vous verrez, c'est vraiment une incantation finalement à la mémoire de Karel Bartózek, le jour où Bartózek est mort. Je vais passer ici quelque chose. Je vais au cinquième vecteur pour la dimension politique. J'ai bien des choses à dire pour expliquer ça, mais allons au cinquième vecteur qui est la performance. Je viens déjà d'en parler avec les bateaux sur lesquels P met ses écrits. Et il y a une mise en situation physique de la poésie avec des recherches de performance tout le temps. Ça prend généralement la forme d'un rituel dont l'officiant a tout d'un chaman occupé à guérir le langage de ces dérives inquiétantes. Alors c'est en recourant à des choses courantes, des tomates par exemple, qu'il jette et qui éclatent par terre. On pourrait vous demander, mais qu'est-ce qu'il lui prend comme ça? Bon, des bâtons sur lesquels sont écrits des poèmes et puis auxquels il met le feu, en se brûlant parfois d'ailleurs. Alors, deux choses là-dessus. D'une part, ce n'est jamais gratuit. La tomate, par exemple, moi je me demandais ce que c'était, ce qu'il lui prenait. Ça renvoie à un événement très précis de la guerre du Liban en 72, où pour déterminer qui allait d'un côté ou qui allait de l'autre, on demandait aux gens qui étaient là de prononcer le mot tomate. Et s'il était prononcé avec l'accent palestinien, les gens allaient à gauche. S'il était prononcé sans accent, ils allaient à droite. Et donc, vous voyez, ça, un type comme P, ça c'est un symbole majeur. Et donc, quand il lance des tomates, ça veut dire qu'il y a un danger d'oppression. Et puis, voilà. Le bâton, c'est pas gratuit non plus. Ça peut être beaucoup de choses. Bien, je viens là, je dis les origines. Hein. Le bâton, c'est le bâton de Prométhée, a priori. Rappelez-vous, Prométhée a emprunté un brin solaire, un brin du soleil, il a enfermé dans un bâton afin de porter ce bâton aux êtres humains, et les êtres humains ont réussi comme ça, grâce au feu que Prométhée leur apportait, ont réussi à trouver ce que c'était que la civilisation. Formidable. Prométhée, après, évidemment, a été un petit peu puni, mais enfin, soit. Mais à partir de là, je veux dire, les choses prennent des significations multiples selon les situations, c'est un terme important,
dans lesquels P va dire ses poèmes. Le bâton peut devenir après, comme cela, après usage, celui d'un pèlerin, celui d'une chaise. Ça peut être un bâton de pluie. Vous savez, ces machins-là, ces tubes creux, on met des pierres dedans, ou bien des cristaux, puis ça fait des bruits de cascade. La tomate peut devenir une grenade, une flamme, une couleur, une giclure de sang, etc., etc. Il y a donc, à partir d'une origine particulière et historico-politique ou philosophique, il y a un usage multiple qui peut être fait comme ça sur le plan de la performance. Voilà les 5 vecteurs, mais ces 5 vecteurs-là sont irrigués en permanence par une présence obsédante de la mort toujours recommencée, ce qui rejoint notre thème du jour. Et là, je vais vous montrer quand même que là aussi, P va avoir par rapport à la mort une vision politique tout à fait exceptionnelle, sidérante. Et si vous prenez ça vraiment au premier degré, vous allez vous dire, mais c'est juste un tapé, il devrait t'enfermer. Don Antonio, la poésie ce matin croise un nuage dans le ciel, avec un aigle et un avion. Le temps lave ses eaux. Les escaliers chuchotent dans les couloirs. La lumière est rayée par la colère. Cher Don Antonio, je vous vois comme un pluriel, car dans votre cœur veillent 500 000 fantômes. Je marche aussi dans le poème. Parce que la poésie, c'est le pain des pauvres. Et lorsqu'on marche, on marche comme les pauvres. Et j'ai trouvé fondamental qu'on puisse faire écrire, avoir ce courage insensé que d'écrire à un cimetière. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. C'est moi, détenu depuis 1976, qui arrache un clou dans le sabot du ciel avec le couteau de vos nuages. Avec toi, nous récitons l'infini, mais la poésie ne suffit pas à ces poèmes. Nous marchons sur nos langues, comme sur des chemins. À bientôt, Don Antonio. C'est un film de Francis Fourcou. J'aimerais ça faire venir à Montréal ce film. Je ne sais pas comment on fait ça. Si quelqu'un dans la salle est peut-être au courant, je prierais de m'envoyer un petit message. Donc vous voyez comment ça marche, cette poésie. Je vous ai mis un extrait là en bas à droite qui renvoie à un texte de P où il explique un petit peu ce qui se passe. La boîte aux lettres se dresse comme un appel au milieu des bosquets de croix de pierre, de plaques, d'ex-voto et de statues de la Vierge. Les autres tombes regardent la boîte aux lettres avec leur peau d'anémone artificielle et quelques roses perdues. Des couronnes affligeantes viennent rappeler la banalité de la mort dans un éclat de rire. Sur une niche vers la droite, en lettres tordues, éclate un violent et affectueux « à ma marraine chérie ». Et sur l'autre, presque comme une prière, les retraités de la mer à leurs glorieux camarades. Enfin, une troisième rayonne de toute sa force en notre cousine, regrets éternels. Parfois, un petit drapeau républicain laisse couler son sang, son or et les violettes des comuneros dans un pot de fer. Une boîte aux lettres sur une tombe sauve, selon mon père, l'histoire des hommes qui y sont enterrés. En redonnant de la dignité au cimetière, elle établit un dialogue réel avec la mort. Cette boîte aux lettres est, à sa façon, un outil pédagogique, car il est incontestablement pour le moins singulier d'écrire à un mort inconnu dans un cimetière plutôt qu'à un familier vivant. Dans le fond, écrire à une boîte aux lettres fixée sur une tombe implique que celui ou celle qui y repose n'est pas tout à fait mort ou peut-être encore vivant. Avec cette boîte aux lettres,
nous avons vraiment un drôle de cimetière. Très brève version vers l'extérieur quand même. Disons, la mort au temps de Corbière est encore une mort qui est cadastrée, organisée par les références religieuses. Ce qu'il y a de fascinant dans ce que Corbière fait dans Les Amours jaunes, c'est que toute la société de son temps a en fait discipliné la mort. J'en parlais tantôt, il y a 3 stades dans le rituel funéraire, 3 stades obligatoires qui est inclure, célébrer et exaucer. C'est systématiquement comme ça, y compris quand Macron actuellement suit le cadavre de Johnny Hallyday, de Charles Aznavour, de Simone Veil, de Jacques Chirac, en attendant le prochain. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, avec les 3 mêmes exigences. Mais là, c'est fait de l'extérieur, tout le temps. Alors que là, dans le cas de Corbière, ce qu'il y a d'étonnant, de surprenant, et sur le plan de l'histoire sociale, c'est important, c'est la réclamation d'une privatisation de la mort. Quand il dit, quand il fait dire à son sujet, au sujet lyrique dans un poème, exclu aussi bien des huissiers que des médecins, c'est remarquablement vu. Ce sont les 2 pouvoirs qui, sur le plan des comportements pratiques, sont les plus importants dans la société du XIXe siècle bourgeoise, dans la deuxième moitié du XIXe, à savoir la justice et la médecine. C'est par là qu'on envoie tous ceux qui dérangent sont mis de côté, soit par la justice, soit par l'hôpital, systématiquement. Foucault a écrit là-dessus des choses intéressantes. Et donc là, vous avez quelqu'un qui, tout timide, là dans sa Bretagne, en travaillant sur des mots comme ça, parvient à suggérer l'idée, non, je suis peut-être laid, je suis peut-être malade, je suis peut-être le dernier des connards, mais ma mort m'appartient. Et il fait un poème là-dessus. Pas rien. Du côté de Paix, il y a là chez lui quelque chose de très très fort dans la mesure où c'est quelqu'un qui sur le plan politique a cette analyse forte disant bon voilà la mort des vaincus est vraiment très vite, elle passe aux oubliettes quoi, systématiquement. Et Marc parlait tantôt des changements de nom dans les odonymes. Ben, on en est là partout en France actuellement, hein, et pas seulement qu'en France. C'est-à-dire il y a une série de gens dont les noms brillaient là parce qu'ils avaient été des révoltés, des révolutionnaires, des penseurs de gauche, etc. Mais pas seulement, il peut y avoir aussi des scientifiques un petit peu bizarres à leur époque. Et puis là, soudain, il y a une tension générale pour que ce genre de mémoire-là, pour que la mémoire ouvrière, par exemple, disparaisse totalement. Orpé, lui, ne refait pas le jugement des gens. Il est en train systématiquement d'essayer de rappeler ce qu'il y avait de vital dans la façon dont les gens du passé, en tant que révoltés révolutionnaires, maniaient le langage. Et à partir de là, à partir de son art aussi, il essaye donc non pas de faire une mémoire qui serait une mémoire par petites coupes, là, vous voyez, hein, c'est pas l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, par exemple, ce qui est commode, hein, donc, ou bien 2000 et 2001, enfin des machins pareils, quoi, qui sont des simples concepts commerciaux et idéologiques. Il essaye de lisser, si vous voulez, de lisser les différences pour aller chercher une sorte de grand texte, de construire un grand texte qui serait l'équivalent en poésie de ce que l'histoire populaire de Gérard Noirienne vient d'essayer de faire, de ce que Gérard Noirienne vient d'essayer de faire dans l'histoire populaire de la France, à savoir reprendre l'idée de benjaminienne, à savoir faire une histoire des vaincus, c'est le but de Noiriel, et ici, chez Paix, ce serait par la poésie faire un grand texte, qui serait le grand texte des voix du passé, qui allait vers un espoir, une espérance d'émancipation des êtres humains.